Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Le carnaval national, qui devait se dérouler du 3 au 5 mars dans la ville des Gonaïves, a été officiellement annulé cette année. Le comité chargé d'organiser cet événement en a fait l'annonce ce mercredi. Air Canada annonce la suspension de ses vols entre Montréal et Port-au-Prince jusqu'au 27 avril. Parallèlement, la compagnie aérienne Air Transat annonce qu'elle n'interrompt pas ses vols vers Haïti, mais ne vendra plus de forfaits avec transfert vers le club Decameron pour des raisons de sécurité jusqu'au 1er mai prochain. 50 000 sacs d'engrais seront mis à la disposition des cultivateurs de la vallée de l'Artibonite à des prix préférentiels. L'annonce en a été faite ce mercredi par le Premier ministre Jean-Henri Séan lors d'une visite au ministère de l'Agriculture. Le ministre de la Culture, Jean-Michel Lapin, a levé le voile ce mercredi sur la tenue du Carnaval national qui devait avoir lieu cette année aux Gonaïves du 3 au 5 mars. Faute de temps, il est impossible d'organiser les festivités et d'assurer leur tenue dans des conditions optimales, a déclaré le titulaire du ministère de la Culture. Néanmoins, certaines municipalités pourront organiser des festivités durant les 3 jours gras avec le support du ministère. De son côté, le secrétaire d'État à la communication, Eddie Jackson-Alexis, a rejeté l'idée de repousser la tenue du carnaval à l'été prochain. Carnaval national, organisation carnaval national, manté un temps de préparation. C'est peut-être ça que nous te prenons bonheur pour nous te présenter à la nation un comité carnaval. Mais techniquement, il est trop tard pour l'État parler de l'organisation carnaval national dans la ville de Gonaïves. Mais l'État a été ouvert. La prétendre, même Jean-Mairie Gonaïves a fait pour le dire de suspendre le carnaval dans Gonaïves. Donc, la été ouvert. Il y a encore temps. C'est de décider de toute façon, porter, respecter l'obligation qu'elle gagne pour le porter. Réjouissance, le peuple Gonaïve là, l'État a été ouvert pour discuter avec elle, qui format et qui orientation. 3 jours, ça va prendre dans la ville de Gonaïve. L'État va répondre à l'appel dans la ville au Cap, América Fou. Carnaval dans tout le pays, qu'on dépend des sponsors. C'est comme sponsors qui sont redistribués, collés par l'État, redistribués sur tout les pays côté du carnaval. Mais malheureusement, l'État n'est pas capable de répondre à l'appel dans tout le pays. Je dis à nous en fin février, nous allons début mars, nous avons prédit des événements peut-être qui arrivent en juillet. Nous ne pouvons pas déterminer ce qui va venir en juillet en termes de situation. L'État est préparé, il y a un budget qui est disponible, nous discutons avec tout opérateur, nous est préparé pour 3 jours gras. Situation socio-politique pays en fait que le comité carnaval a l'impossibilité matérielle pour faire carnaval là. C'est une prévision dépensière. En ce qui a trait à la mairie et la municipalité, dans un format réduit, Jean-Jacques Melson fait de Bastia, l'État a supporté. Fenêtre là était ouverte pour mairie Port-au-Prince, mairie Croix-des-Bouquets, mairie Delma, nous mairie Carrefour décidé d'organiser un format réduit. Donc l'État a supporté toute mairie qui décidait bailler population la caillou réjouissance. L'État dans niveau sécurité publique a supporté n'importe artiste, n'importe groupe musical, n'importe DJ qui prend la rue pour faire défoulement populaire. Nous annonçons ça. La compagnie Air Canada suspend ses vols entre Montréal et Port-au-Prince jusqu'au 27 avril, conséquence du climat de violence qui règne dans le pays selon une note de cette entreprise. Air Canada demande à ses clients qui détiennent déjà une réservation de communiquer avec son service à la clientèle ou encore avec l'agence de voyage où le billet a été acheté.
La compagnie aérienne invite également les clients à consulter l'avertissement aux voyageurs émis le 21 février par le gouvernement fédéral qui demande aux Canadiens d'éviter tout voyage en Haïti. Parallèlement, Air Transat annonce qu'elle n'interrompt pas ses vols vers Haïti, mais ne vendra plus de forfaits avec transfert vers le Club des Camerons pour des raisons de sécurité jusqu'au 1er mai prochain. Le sous-secrétaire d'État américain aux affaires politiques, David Hale, effectuera une visite à Port-au-Prince où il s'entretiendra avec le président Jovenel Moïse, le premier ministre Jean-Henri Séan et d'autres dirigeants des secteurs politiques, économiques et civiques. Le sous-secrétaire d'État Hale encouragera un dialogue national inclusif autour des défis démocratiques et politiques actuels auxquels Haïti est confronté. Sa visite réaffirmera l'engagement des États-Unis de travailler avec tous les Haïtiens pour un avenir plus sûr, plus prospère et plus démocratique. Le transfert des 7 étrangers vers les États-Unis n'a rien d'illégal, c'était juste une raison d'État. Déclaration du député de Cascoff, Alfredo Antoine, réputé proche de l'exécutif. Si ces étrangers étaient des criminels, ils allaient être poursuivis par la justice américaine, justifie le parlementaire. Pour Alfredo Antoine, ces individus n'étaient pas venus en Haïti de manière illégale. Les autorités haïtiennes étaient bel et bien au courant. Admettant toutefois que ces étrangers détenaient illégalement des armes de guerre, le député de Cascoff dit attendre des explications claires des ministres de la Justice et de l'Intérieur à ce sujet. Est-ce que nous-mêmes, les autorités, si c'est Haïtiens qui ont arrêté avec armes de guerre aux États-Unis, est-ce que l'ambassadeur que nous avons à Washington capable de faire demande pour que vous voyez Haïtiens en Haïti et les arrivés à Haïti au lagué, la réponse est non. Ils ont fait demande de transfert, ils sont en prison actuellement aux États-Unis. Nous devons comprendre que c'est des mercenaires, c'est de hors la loi, de monde qui était violé la loi. OK? Donc si ils sont libres, c'est parce que le dossier est clean. Écoute, pas aucun avion qui est capable d'atterrir sur l'aéroport international là sans que l'institution ça n'a pas bail autorisation. Est-ce que c'est façon pour dire que l'autorité te connaît, monsieur Saouda? En tout cas, c'est un dernier monde qui n'est pas au courant au niveau de l'autorité, que ce soit l'aéroport ou du moins l'OFNAC, c'est deux autorités qui peuvent bail autorisation à quel que soit avion. En attendant que le ministre que vous parlez, vous faites référence, ministre intérieur et ministre justice, que la Chambre des députés vient pour inviter eux, pour venir bail explication, et clair qu'il y a bien pour une explication qui, avec population, pour dire de quoi il en est. L'Organisation des citoyens pour une nouvelle Haïti, OCNH, minimise l'impact de la commission de facilitation du dialogue national récemment créée par le président Jovenel Moïse. En conférence de presse ce mercredi, les membres de cet organisme de défense des droits humains ont affirmé que cette commission supplémentaire ne donnera aucun résultat. Selon l'OCNH, l'heure est effectivement au dialogue, mais cela doit se faire avec toutes les forces vives de la nation. Suivez les explications de Maître Camille Oxius de l'OCHN. Démarche là, méthodologie, li mette en place pour mettre commission ça campé a, li pas répondre à la réalité a, et s'il pas répondre à la réalité a, li pas bail résultat, et c'est ça que fait nous demander pour le réviser carrière. Li pas répondre à la réalité a parce que vu crise politique la disons qui prend une ampleur. Côté où gagné un ensemble de responsables partis politiques qui en désaccord total avec le président. Ou gagné des gens qui dans l'opposition extrême. Ou gagné des gens qui demandent pour le président aller. Ou gagné des gens qui disent qu'il faut que c'est mandat pour couper là-dedans. Ou gagné des gens qui demandent c'est replâtrage gouvernemental qui vous fait. Donc ou gagné des gens qui des positions qui très féroces. Nous disons dans niveau crise politique l'arrivée là, li mandé pour faire appel à de hautes personnalités, des gens expérimentés, des secteurs clés de la nation pour nous poser les vrais problèmes de la nation. Mais dans démarche pour choisir une personnalité sous base individuelle, nous tous capables de constater
li pas bay résultat parce que manquait implication des autres acteurs dans le choix personnalité. Le gouvernement annonce de nouvelles mesures afin de lutter contre la hausse des prix de l'engrais sur le marché local. Selon le Premier ministre Jean Ricéan, 50 000 sacs de fertilisants seront mis à la disposition des cultivateurs de la vallée de l'Artibonite. Le Premier ministre en a fait l'annonce ce mercredi lors d'une visite au ministère de l'Agriculture. Le chef du gouvernement a également annoncé que des mesures vont être prises afin de freiner les constructions anarchiques dans différentes plaines du pays. La mesure gouvernementale relative à la baisse du prix des produits de première nécessité est irréfléchie et irresponsable. C'est l'avis du président de la commission agriculture de la Chambre des députés, Samuel Daïti, qui déplore le fait qu'aucune mesure d'accompagnement aux agriculteurs n'a été annoncée. Pour le parlementaire, cette décision du gouvernement de Jean Ricéan favorisera les importateurs et aura un impact négatif sur la production nationale. Les ministères de l'Agriculture et des Finances seront prochainement invités à la Chambre des députés pour s'expliquer sur les différentes mesures annoncées. C'est vrai qu'il y a un problème dans le pays, un gros problème grand goût. C'est vrai qu'il y a un problème la vie chère. Mais au fond, arrêtez simplement dire que vous allez descendre prix produit pour mes nécessités, spécialement du riz. Est-ce que le gouvernement lui prend d'autres mesures? Côté paysan, il a pour compte. Sac engrais, il vend 2250 gouttes. Paysan gourmet pour l'acheter sac engrais. Il a pris un coup de pont, côté que pour le produit. Et puis pendant la production, l'État passe communiqué. Li descend prix produit ça. Là, ça me pense que c'est des irresponsables que monsieur Oye. Et m'a dit ça, faut corriger cahier. Au lieu que non seulement yo prend décision pour descendre du riz pour faire moun jeune du riz pour manger, c'est bien oui. Mais est-ce que pas prendre d'autres mesures tout? Production qui fait dans vallée l'Artibonite là, est-ce que l'État pas prend mesure pour l'acheter production tout pour le cas subventionnel pour le descendre ni? Est-ce que l'État prend des mesures les facteurs de production pour jouer sur eux, pour que coût de production réduit, pour les paysans dépenser moins pendant la produit et produit ça subventionné. Dans quel que soit le pays du monde, c'est comme ça l'État réfléchit. Nous-mêmes, au sein commission, nous sommes en consultation, nous allons inviter le ministre de l'Agriculture, ensemble avec le ministre des Finances, pour que le capable de répondre aux questions. Pour qui ça FDI a prêté mon cob, c'est mon cap qui grand nègre, c'est bourgeois le prêter comme. Or, crédit, ça va jamais jeune paysan. La nouvelle de la libération de l'ex-directeur général de la police, Godson Aurelius, est tombée hier, mardi 26 février. Pour voir un peu plus clair sur cette question, nous avons avec nous ce soir maître Eugène Pierre-Louis, qui était un des défenseurs du directeur Aurelius. Bonsoir, maître Pierre-Louis. Bonsoir, M. Klein. Bonsoir les téléspectateurs et auditeurs de Radio de la Métropole. Bon, on va aller plus loin. Et maître Pierre-Louis, comment se porte M. Aurelius? Comment est sa santé? Bon, et naturellement, M. Klein, je suis en forme. Mais je ne peux pas aller 3 fois avec question santé parce que il y a 4 mois, je fais 4 mois en prison. C'est seulement hier sur la Cali, elle était hypertendue. Plus diabétique. Diabétique. Donc ça veut dire que je ne peux pas la faire tout à l'heure pour me demander comment il est. Il dit bon, il est content, mais en même temps, il va aller au médecin demain pour qu'il fasse un bilan, pour qu'il connaisse comment il est. Mais il beaucoup qu'à dire, même lui-même, il beaucoup qu'à apprécier l'état de santé, comment ça est. Mais en fait, il n'est pas malade, il y a un monde qui a alité, il n'est pas souffrant. D'accord. En fait. Bon. On est là, on rentre dans la bagaille là. Donc, le directeur Aurelius a été libéré, comme vous dites dans votre jargon. Il a bénéficié d'une main levée de mandat d'écrou. Tout à fait. OK, donc il est libéré. Ça ne veut pas dire qu'il est libre. Alors, oui, alors, il n'est pas tout à fait... Il est libre. Il est libre, mais la décision définitive du tribunal
n'est pas encore rendue. Parce que le jugement n'a pas encore eu lieu. Oui, parce qu'il y a la décision qui a été rendue en sa faveur, à savoir la main levée des cours. Oui. Et parce que la loi dit que une décision de main levée décidée par un juge ou bien par une cour ne sera l'objet d'aucun recours, n'est susceptible d'aucun recours. C'est ça. Autrement dit, c'est une décision nettement définitive. Oui. Mais ce n'est pas la décision finale. Voilà. Il doit quand même rester à la disposition de la justice. Est-ce qu'on sait déjà, est-ce que la date du procès a déjà été fixée? Oui, tout à fait. Et le président de la Cour a fixé la prochaine audience au 12 mars prochain. 12 mars, oui, tout à fait. Dans une quinzaine de jours. Dans une quinzaine de jours. Ok. Dans une quinzaine de jours, mais M. Aurelius a pour obligation de se représenter à l'audience, et à moins qu'il y ait un cas de force majeure, sinon il est encore à la disposition de la justice. Bien sûr. Bon, et je fais une petite parenthèse. Il y avait 2 personnes qui avaient été mises sous les verrous. C'était le directeur et Madame Sandra Tellusma. Monsieur Aurelius a été libéré, mais pas Madame Tellusma. Bon, c'est vrai, il faut le dire. Et moi-même, je ne suis pas l'avocat de Madame Tellusma. Néanmoins, je n'étais pas moi-même opposé, je ne saurais d'ailleurs être opposé à sa libération. Et le ministère public avait prononcé, disons, son réquisitoire. Ce n'est pas totalement en sa faveur, mais il a été demandé qu'elle soit entendue avant que la Cour statue sur la main levée, sur la demande en main levée. Mais la Cour a décidé directement de rejeter la demande de main levée produite en sa faveur par ses avocats, et motif pris de ce qu'elle n'a pas présenté suffisamment de garanties pour la Cour. C'est ça, de garantie qu'elle se présenterait ou qu'on pourrait la retrouver facilement, ce qui n'est pas le cas, évidemment, et du directeur Godson Aurelius. Et maintenant, vous savez en cette matière que la Cour est souveraine. Bien entendu. Bien entendu. Surtout une cour comme celle des Gonaïves. Bien. Maintenant, le procès, donc, dans une quinzaine de jours, est-ce que ce sera uniquement Godson Aurelius ou est-ce que ce sera tous les gens qui ont été inculpés dans cette affaire, à savoir aussi bien Réginald Delva que Vladimir Paraison, et même tous ceux dont on dit qu'ils sont en fuite, Roro Nelson, etc., etc. Est-ce que ce sera le procès de l'ensemble ou bien seulement le procès de l'ex-directeur général? Peut-être, pour répondre à cette question, M. Klein, peut-être une courte lecture de la conclusion et du dernier arrêt ordonnance et pourrait nous éclairer davantage. Bien sûr, oui. Et que dit l'arrêt? Alors, par ces motifs, la Cour, sur les conclusions conformes du ministère public, accorde main levée. Alors, non, avant, pour mieux vous faire comprendre, c'est l'introduction qu'il faut lire. Et la Cour d'appel des Gonaïves, première section, a rendu l'arrêt suivant en ses attributions d'instruction criminelle dans l'affaire opposant les nommés Godson Aurelius, ex-directeur général de la police nationale d'Haïti, actuellement détenu en la prison civile de Saint-Maur. Deuxièmement, Jimmy Joseph, inculpé appelant non détenu. Junior Joël Joseph, inculpé appelant non détenu. Quatrièmement, Réginald Delva, inculpé appelant non détenu. Montplaisir Edouard, inculpé appelant non détenu. Et Sandra Tellusma, actuellement détenue à la prison civile de Saint-Maur, et en vertu du principe de la solidarité d'appel pénal. Septièmement, Ronald Nelson, alias Roro Nelson, actuellement en fuite. André Jonas Vladimir Paraison, actuellement en fuite. Durand Charles, actuellement en fuite à l'État haïtien. Donc, autrement dit, tous les noms que nous venons de citer sont des appelants inculpés dans la même affaire. Donc, la procédure d'instruction qui se déroule devant la Cour d'appel des Gonaïves les concerne tous. Très bien. Donc, ils seront tous jugés, y compris les absents qui sont en fuite. Oui, tout à fait. Alors, les absents ne sont pas tous déclarés en fuite. Oui, non, vous avez dit ceux qui étaient en fuite. Oui, c'est clairement dit, c'est tout à fait clair. Aussi, un petit détail, peut-être, vous allez pouvoir nous éclairer là-dessus. On
on dit dans la presse que le magistrat instructeur qui avait donc procédé à l'arrestation du directeur général et de Madame Télusma, c'est-à-dire le juge Dieunel lui-même, a des menaces et agressions dont il aurait été fait l'objet. On dit qu'il n'est plus en Haïti, il est parti à l'étranger. Est-ce que vous confirmez cette nouvelle? Bon, malheureusement, M. Klein, je ne suis pas en mesure ni d'affirmer, ni de confirmer cette nouvelle. Néanmoins, je pourrais... alors, j'ai entendu l'intervention de plusieurs directeurs d'opinion, notamment des journalistes, se questionner sur la question. Et à savoir qu'il y a beaucoup de doutes sur le comportement du juge. Et moi aussi, j'en ai. Parce que en Haïti, il n'est pas courant d'entendre qu'un juge soit placé sous des menaces. C'est un dossier. Il n'est pas courant. Peut-être les parties litigantes, mais concernant les juges, il y a toujours un grand respect pour les juges. Et surtout à ce niveau-là, un juge d'instruction, c'est pas évident. Parce qu'un juge d'instruction, quand même, c'est quelqu'un qui a toute la protection de l'État à ses services. Et même au niveau international. Vu qu'il traite un dossier, à une dimension internationale, s'il en était besoin, il pourrait, disons, solliciter le concours, soit au niveau national ou international. Donc maintenant, je ne sais pas pourquoi le juge s'était déclaré, menacé, etc. Donc ça, c'est lui qui doit savoir. Mais ce que je pourrais ajouter également à son sujet, moi, bien avant ce scandale de menaces d'intervention chez les juges, d'être tirés et tout ça, j'ai été informé, et beaucoup de personnes de Saint-Martin, dans son entourage, m'avaient demandé de le dénoncer parce qu'il était en train de préparer une situation d'éclat pour mettre le dossier en difficulté. Bon, moi, je n'y croyais pas. Mais une fois qu'il a fini de rendre son ordonnance en date du 3 décembre 2018, d'accord, moi-même, j'ai fait des interventions dans la presse pour dénoncer ce qu'il fallait dénoncer. Et tout de suite après, j'ai appris de la soirée, alors, le lendemain, qu'on aurait tiré sur sa résidence, sur sa voiture. Mais suivant ce que j'ai comme information sur l'enquête préliminaire qui a été diligentée en la circonstance, on m'a appris que on aurait tiré un projectile sur la porte arrière droite de la voiture du juge qui était garée en pleine rue, alors que dans sa cour était totalement vide, une grande cour, etc. Et qu'on a tiré dans la porte arrière droite. Comme si on voulait viser son chauffeur à 2h30 du matin, donc dans la voiture qui était garée. Deuxièmement, on avait tiré également, pas dans la devanture de sa maison, mais dans une chambre à l'arrière, et au niveau d'une fenêtre. C'est ça. Comme si on le visait, mais c'est au plafond de la maison qu'on le visait. Et troisièmement, selon ce qui m'a été rapporté aussi, et on a trouvé l'impact des projectiles au sommet, on appelle ça, au plafond de sa maison. Et les experts qui étaient sur les lieux l'avaient questionné à ce sujet, et il a dit oui, c'était l'un de ses agents qui avait tiré pour faire évacuer des bruits qui auraient été au toit de la maison. Mais ce qui paraît beaucoup plus étrange, c'est que les projectiles, les douilles qu'on aurait trouvées, et à l'intérieur, qui auraient été trouvés et à l'intérieur de la maison et dans la cour, seraient identiques. Autrement dit, proviendraient de la même arme. Donc, on ne va pas plus loin. On ne va pas faire le procès du juge Dieunel Luméran. Simplement, je posais une question pour savoir est-ce que vraiment il n'était plus en Haïti. Bien entendu, un juge, et si vous permettez, qui doit être au-dessus de la mêlée. Parce que c'est les parties. Le juge n'a pas de dossier véritablement en ce qui le concerne. Le juge, c'est comme sur le mot, juger, c'est analyser, et juger, c'est décider. Donc le juge n'a pas de dossier personnel. Ce sont les parties, les avocats et les parties qui ont des dossiers. Donc le juge doit être au-dessus de la mêlée et doit transcender des détails pour rester vertical à tout moment. C'est ça. C'est le principe même du juge d'instruction, mais c'est à partir de cette instruction que la décision va être prise, soit de dire qu'il y a un non-lieu, il n'y a pas de raison de poursuivre, ou alors on va poursuivre. Oui, alors c'est qu'il y a lieu de comprendre dans le comportement du juge.
Un juge d'instruction instruit à charge et à décharge. Bien entendu. Donc, il n'a pas d'état d'âme. Mais lorsque le juge lui-même se transforme maintenant en intéressé dans le dossier, c'est normal qu'il y ait des inquiétudes de ce bord. Parce que le juge numéro a été saisi d'un dossier de contrebande. Et contrebande, le code, c'est quoi, c'est l'article 96 du code des douaniers haïtiens, qui définit la contrebande comme étant le fait par une personne de faire rentrer des marchandises de l'extérieur, ou bien mais de ne pas déclarer ces marchandises à la douane pour être imposées. Exact. Donc, dans le cas qui prend à juger, à instruire, si vous voulez bien, il y a eu un camion qui a été saisi dans le port de la douane de Saint-Marc. Et les inspecteurs douaniers, en inspectant, a pu retrouver et dissimulé à l'intérieur de balles, des pacotilles, des marchandises et des armes sophistiquées à l'intérieur. Donc maintenant, ils ont entré en contact avec les propriétaires, la personne qui était venue dédouaner la voiture pour savoir de quoi il s'agit. Et on a pu découvrir qu'il s'agit des armes importées dans le pays de manière illégale. Et dès lors, c'est dans cette condition-là que les armes ont été saisies par les autorités policières et judiciaires de Saint-Marc, et le juge d'instruction par la suite a été saisi par le du commissaire du gouvernement. Maintenant, le devoir du juge, c'était de rechercher les propriétaires des armes et les destinataires aussi, et même les auteurs et les complices, etc. Mais après quelques semaines, il y a deux messieurs, à savoir les frères Joseph, ont réclamé la propriété de ces armes par une requête déposée au cabinet du juge d'instruction général du Mira. Et ils ont fait accompagner leur dossier par deux autorisations qui ont été délivrées à une société de sécurité qui s'appelle Global Dynasty Corp SA. Maintenant, ces deux autorisations ont été signées par M. Gotton Aurelius. L'une en date du 4 mai 2015, l'autre en date du 10 décembre de la même année. Et soit un intervalle de 8 mois. Mais qu'est-ce qui était arrivé? Et le DG avait reçu une demande d'autorisation pour l'achat d'armes à feu à l'étranger en date du 17 décembre 2014. Cette demande a été réitérée en date du 17 et au cours du 5 janvier 2015. Dès lors, le DG d'alors a acheminé les dossiers à la DCPA. DCPA, c'est la Direction centrale de la police administrative pour avis technique. La DCPA avait émis son avis technique le 28 avril 2014, soit environ 5 mois après la demande. Et la recommandation a été faite par la DCPA pour dire au DG, la compagnie est régulièrement établie, elle a tous les dossiers, alors toutes les formalités légales, fiscales, etc. Elle peut bénéficier de cette autorisation. Néanmoins, dans la demande, il y a 59 mm qui ont été sollicités. Et des pistolets, ce n'est pas possible d'agréer parce que l'administration, l'organisation, la compagnie n'avait pas soumis l'autorisation requise en la matière et qui doit être délivrée par le ministère de l'Intérieur. C'est à ce moment-là que le DG a signé la première autorisation seulement pour les 52 et taiseuses, mais non pour les 9 mm. En septembre 2015, la compagnie s'est adressée au ministère de l'Intérieur, à l'époque qui était dirigé par M. Zéphirin Ardouin, pour demander de renouveler, pour reformuler sa demande pour les 9 mm. En ce moment-là, par la suite, au cours du mois de novembre, le ministère de l'Intérieur a acheminé au DG la lettre de demande, la lettre d'autorisation pour le DG, la compagnie est en règle et qu'elle a réuni toutes les conditions pour bénéficier de la demande pour les 9 mm. Donc, c'est l'autorisation à ce moment-là reçue de l'Intérieur. A donné un avis favorable. Un avis favorable, tout à fait. Donc, c'est dans ces conditions que le DG a signé la deuxième autorisation pour les 9 mm seulement le 10 décembre 2015. Donc, le dossier a été traité sans, disons, parcimonie. Le dossier avait été traité avec rigueur. Donc, maintenant, selon la tradition, les pratiques au niveau de la police dans cette matière. Mais étrange a été la situation lorsque le juge numéro, dans un premier temps, a invité le DG pour faire la lumière pour lui sur la procédure en vigueur dans la police lorsqu'il s'agit d'accorder une autorisation en la matière. Le DG s'est présenté, malgré moi-même, j'avais insisté pour qu'il ne se présente pas, parce que la loi ne défend un juge d'instruction d'entendre quelqu'un qui n'est pas directement, qui n'est pas dans sa juridiction.
et il aurait dû donner commission rogatoire à la juridiction de Port-au-Prince pour procéder à l'interrogatoire. Maintenant, le DG a voulu, départ lui-même, se présenter parce qu'il me disait qu'il n'a rien à se reprocher, donc il veut se présenter. Dès lors, moi-même, j'étais décidé à l'accompagner. Il a été attendu ce jour-là à titre de témoin assermenté. On est revenu à Port-au-Prince. Et un an après, soit le 26 octobre 2018, il a été invité à nouveau, toujours en sa qualité de témoin. Il a été entendu. Mais en fin de l'audition, le juge lui a déclaré qu'il était inculpé et le juge a procédé à son arrestation. Et nous avons tous vu ça à la télévision puisque c'était filmé. Maintenant, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait produire une demande à main levée. Le juge a pour devoir de communiquer cette demande au parquet pour avis favorable ou défavorable. Il ne l'a pas fait. Nous avons décidé d'initier une procédure constitutionnelle, à savoir une procédure en habeas corpus, pour devant le doyen qui s'appelle Maître Noé et Massillon Pierre-Louis. Eh bien, on nous a donné plusieurs rendez-vous d'audience. Le doyen ne s'est jamais présenté à l'audience pour statuer sur la demande. Et finalement, en date du 3 décembre 2018, le juge a rendu son ordonnance renvoyant les DG et les autres inculpés pour devant le tribunal répressif pour être jugés pour trafic illicite, et pour contrebande, pour association des malfaiteurs, etc. Mais c'est important ce que je vais dire. Mais le juge n'a pas retenu la charge de contrebande contre le DG. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que alors, le dossier qu'il avait à instruire, c'est un dossier essentiellement de contrebande. Et les marchandises qui étaient contenues qui étaient l'objet de contrebande contenaient des armes. Donc les armes, ce sont des produits qui ont un traitement spécial au regard de la loi. On a pu comprendre qu'à ce moment-là, on découle de cette contrebande, ça doit faire des trafics illicites. Mais si la personne n'est pas impliquée dans la contrebande, elle ne peut pas être inculpée non plus dans le trafic illicite. Parce que c'est la contrebande qui indique l'accessoire sur le principal. C'est ça. Donc voilà, c'est pourquoi. Mais cela dit, si j'ai bien compris vos explications, la contrebande ne fait pas de doute. Parce que pourquoi cacher des armes au milieu de Brimboriot? Alors, donc, la volonté de faire rentrer les armes et en cachette est établie. Non, maintenant, c'est la responsabilité. Ce qui est paradoxal dans tout ça, M. Klein, c'est que le juge a fait ce qu'on appelle en droit la dénaturation des faits. La dénaturation, c'est ça. C'est-à-dire qu'il était saisi d'une affaire de contrebande, le juge dit en droit est saisi in rem, c'est-à-dire en fonction des faits. Il aurait dû s'y attacher, c'est-à-dire que prendre les faits, chercher les auteurs, les co-auteurs et les complices pour cette affaire de contrebande et d'autres infractions connexes. Mais il a détourné les regards des gens et sa mission autour d'une affaire d'autorisation. Alors que la contrebande et autorisation... Mais dénaturation des faits, c'est une accusation grave. Non, c'est pas une... Non, c'est une qualification de la loi. Et c'est le reproche que la loi fait à un juge qui dénature, qui détourne son regard sur les faits objectifs pour faire autre chose. Ça veut dire ce que ça veut dire. Oui, tout à fait. Donc, non, je dis, pour un juge, être accusé de ça, c'est grave. C'est grave. Alors oui, mais c'est autant plus grave que le juge. On sait dans tous les états de droit démocratiques, où on est sous l'empire de la loi, le plus grand protecteur, le seul protecteur des citoyens, c'est le juge. Tant contre les abus des personnes physiques, contre les abus des personnes les personnes morales de droit public ou de droit privé. Donc le juge est le seul garant. Mais lorsque c'est le juge lui-même qui se transforme en bourreau, en fossoyeur des droits, en ce moment-là, on n'est plus dans une république. Et on est tous menacés. Et c'est pourquoi le juge a agi de la sorte. Non seulement il a agi de la sorte, mais on a tout fait au niveau de ses morts pour empêcher que le DG exerce ses droits constitutionnels pour exercer des recours. Maintenant, heureusement, le législateur a prévu des niveaux, parce que le système judiciaire est hiérarchisé. Donc, on a été devant la Cour d'appel des Gonaïves. C'est ça. On a exercé le recours prévu par la loi. Et heureusement, au niveau de la Cour d'appel des Gonaïves, des cours d'appel, c'est 3 juges qui siègent. C'est un collège de 3 juges. Et ces 3 juges-là, c'est des juges vraiment rompus
Ils ont sorti. On a un arrêt ordonnance. En appliquant la loi et en faisant respecter ce que les juges de CEMA auraient dû faire qu'il n'a pas. Qu'il n'a pas fait. Bon, ben écoutez, Maître Pierre-Louis, j'ai presque envie de vous remercier de ce cours que vous venez de nous faire. Non, on a appris beaucoup de choses, malheureusement, c'est un petit peu long. Et donc, on va arrêter là. Donc, vous attendez maintenant de vous présenter comme défenseur. Je suppose que vous allez continuer à défendre le DG lors de son procès. Notre ministère, c'est comme le vôtre, c'est un sacerdoce. On se met de manière désintéressée, intéressée, mais corps et âme pour défendre une cause. Parce que quand quelqu'un est en prison, après Dieu, son avocat, c'est son sauveur. Voilà. Quand quelqu'un est malade, après Dieu, pour les croyants, c'est son médecin. Donc, c'est sans défection qu'on se met au service de l'Église. Merci beaucoup, Maître Pierre-Louis, d'être venu jusqu'à chez nous aujourd'hui à Métropole pour refaire un peu l'historique de l'arrestation et de l'inculpation du DG Godson Aurelius, dont on rappelle qu'il a été libéré hier mardi sur décision de la Cour d'appel des Gonaïves. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles et à la prochaine, même heure, même chaîne.